And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elles clochent tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de 30 sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France. Oui, bonjour à tous. Bon, eh ben nous voilà tous les 5 pour parler de quoi, mon Dieu? De ce qui s'est passé vendredi soir, quand même. De la neige. Comment? De la neige. Oui, non. Ah, Pas si, vraiment de la neige. un peu quand même, non? De ce qui s'est passé, quand même, entre M. Trump et M. Poutine. Et Pas des vraiment réactions de la neige. occidentales, quand même, parce que c'est assez intéressant. Bon, allez, on y va. Moi, quand j'ai vu... Mr. Putin, did you underestimate Ukraine? President Putin, will you stop killing civilians? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai cru halluciner, quand même. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? C'était incroyable, quand même. Bon, c'était prévisible, hein. Il n'est pas venu là pour une conférence avec la presse, il est venu là pour discuter des différentes modalités sur l'accord de paix, sur d'autres intérêts qui concernent les États-Unis et la Russie. Donc, il a choisi de ne pas répondre aux questions. C'est tout à fait son droit et moi, ça ne m'a pas surpris. Mhm. Freddy? Ben, c'était prévisible, hein. Les enjeux étant ce qu'ils sont, faut pas quand même pas oublier qu'il faut revenir au départ que c'est le démantèlement de la Russie qui est en jeu. Ce n'est rien d'autre, hein. Le reste, c'est que des effets secondaires, hein. Donc, je sais pas si vous avez vu la projection du démantèlement de la Russie en divers États. C'est ça qui est le fond de l'affaire. Donc, le deep state est ce qu'il veut. Alors, la question, c'est à quel point Trump a la main libre ou pas. C'est pas clair. Il y a des interférences tout le temps. Tout le temps. Voilà. Ça, c'est une chose. Si, qu'est-ce que tu en penses? Cette négociation, c'est quand même incroyable. C'est quand même... Oui, ça, oui, j'attendais avec beaucoup d'incertitudes, hein, parce que j'avais peur quand même. Moi, je me suis dit, oh là là, les mesures de sécurité, tout ça, quand même, Poutine va chez Trump, Trump qui dit un jour blanc, un jour noir. C'est dangereux pour Poutine. J'étais avec mes compatriotes, on était très inquiets. Et après, un Vietnamien qui me disait, écoute, t'es un peu naïf, parce que Poutine, il sait où il pose ses pieds. Qu'est-ce que tu en penses, Tatiana, de tout ça? Non, mais c'était génial. C'était vraiment génial. Et je pense que c'est une conclusion d'un très long travail qui a commencé, à mon avis, même avant que M. Trump a été élu. Voilà. Oui, mais Et la présence de... Oui. D'après ce que disent la presse occidentale, c'est pas absolument extraordinaire ce qui se passe. Oh ben, il flippe, les pauvres, attends, il flippe grave quand même, donc c'est un peu normal, ils peuvent pas dire le contraire. Ils sont en train de dire, on a fait des imbéciles, on a tout perdu et on va aller se coucher. Non, on va pas dire ça. Donc ils essaient de un peu sauver, on va dire, le plume de petit poulet qu'ils viennent de manger. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Non, moi je suis très contente, très contente. Michel, qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'était quand même une rencontre historique dans la mesure où ça faisait déjà plusieurs années où les relations entre la Russie et les États-Unis ne marchaient pas aussi bien que ça. Donc, avoir cette poignée de main, cette rencontre, c'était définitivement quelque chose de très important parce que nous l'oublions pas, c'est à ces deux pays, bien sûr, je ne néglige pas les autres, mais à ces deux pays principalement, ils ont la capacité de complètement raser la face de la terre si jamais ils ne se mettent pas d'accord sur certaines choses. Donc, le fait qu'ils puissent se rencontrer, c'est une bonne chose. Et
je peux me tromper, mais je crois que c'est le seul président que le président Trump est allé accueillir directement à la descente de l'avion. Tous les autres, ils descendaient, ils étaient accueillis par le service protocolaire de la Maison-Blanche, puis ensuite amenés à la Maison-Blanche. Mais là, c'était un accueil d'un président à un président directement. Ça marquait à la fois le respect qu'il y a entre les deux, ça marquait à la fois cette considération particulière qui existe entre ces deux personnages au-delà des nations. Donc, pour moi, c'était quelque chose de positif. Je m'attends à ce qu'il ait une suite favorable. Tout le monde est en train de centrer sur les accords de paix en Ukraine, mais je crois que les deux personnages ont d'autres points sur lesquels ils ont parlé. Les accords de paix n'étant qu'un détail, n'oublions pas que pour les États-Unis, l'Ukraine, ce n'est pas le point le plus important. Ils ont d'autres défis plus importants et donc on va parler peut-être de l'Ukraine, etc. On va essayer de se mettre d'accord sur comment les choses vont se passer, mais on a d'autres intérêts beaucoup plus importants. Bon, je pense que le président Trump essaye de détacher la Russie de la Chine parce que il les trouve un peu trop proches. Je suis pas sûr que ça marchera, mais bon, on va voir comment les choses vont évoluer. En tout cas, c'est ainsi que je perçois. Tatiana, tu as une idée très précise là-dessus. Oh oui, 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 bien sûr, ça va de soi. Écoute, déjà, à partir de ce moment-là, le monde est devenu bipolaire, pas tripolaire, non. Le monde est scindé en deux. Nous avons maintenant deux maîtres du monde. La Chine, bon, écoute, elle va s'occuper de sa zone, mais elle va plus jamais prétendre à, comment dire, à l'hégémonie mondiale. C'est sûr et certain. Et, comment dire, pour les États-Unis, la Russie, elle peut être un partenaire, même si c'est un second partenaire. Avec les Chinois, jamais. C'est la même chose, les Russes et les Chinois. C'est deux cultures différentes. Ils seront, on va dire, partenaires. Et ça, j'ai toujours insisté là-dessus. Mais je veux dire, non, je veux dire, il y a trop de différences entre les deux. Et la Chine, même si elle a gardé, on va dire, une certaine neutralité, pendant ces 3 ans, elle a sacrément essayé de profiter de la Russie de tout point de vue. Sans parler qu'elle a essayé de profiter même, je veux dire, des sanctions pour essayer d'avoir, je dirais, les avantages de son côté. Oui, Aujourd'hui, la Russie en a profité aussi, a profité de la Chine aussi. oui, mais je veux dire, la Russie, elle ne nuit pas à la Chine. Mais on va dire que avec les États-Unis aujourd'hui, elles peuvent être partenaires égal à égal. Et c'est ça qui est important. Les deux avions étaient garés, on va dire, mis côte à côte. Les deux portes sont ouvertes à quelques minutes près au même moment. C'était coordonné. Je veux dire, le schéma parcouru, tout a été fait pour se présenter comme vraiment égal, égal, mais surtout pour insister sur le fait que le monde aujourd'hui, il n'y a que 2 mètres. Il n'y a pas de place pour le troisième. Le troisième, on va dire, il sera toujours de côté. Le monde est bipolaire et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que les Russes ont proposé à la Chine? Enfin, je veux dire, à la Chine. Qu'est-ce que la Russie a proposé aux États-Unis? C'est une autre question. Mais en tout cas, il est évident que Poutine, qui a passé des heures entre, je veux dire, la prise de rendez-vous, ce rendez-vous-là, aussi bien au téléphone avec les Chinois qu'avec les Corées du Nord, qu'avec l'Inde, le compromis a été trouvé. C'est sûr et certain. Mais lequel, on ne sait pas encore. Peu importe. Aujourd'hui, il n'y a que 2. Je veux dire, sur l'échiquier, il n'y a que 2 joueurs. Point. C'est ça qui est important. Tu n'as pas l'air d'accord. Non, je suis pas très d'accord parce que ce n'est pas parce que là, pour le moment, l'accent est placé sur les Russes et les Américains que les Chinois ne jouent pas. D'ailleurs, une des forces de la Chine, c'est de pouvoir évoluer en cachette derrière le rideau pendant que les autres sont à l'avant de rideau. On connaît ce proverbe qui dit que lorsque deux larrons se battent, c'est le troisième qui profite des marrons qui sont sur le feu. Donc,
ce n'est pas parce que tout l'accent est mis sur la Russie et les États-Unis que la Chine ne dirige pas les choses. Chacun a son domaine, chacun a son secteur et chacun agit d'une certaine manière. Et d'ailleurs, pour la Chine, c'est pratique que les projecteurs ne soient pas placés directement sur la Chine. Ça leur permet de travailler dans l'ombre. Et pendant que sur le plan public, tout le monde est en train de dire oui, les Américains, les Russes, ben, les Chinois sont en train de faire leur beurre sans que le monde ne réalise. Et puis après, quand les gens réaliseront, ils vont dire mais comment ils ont fait? Ben, ils ont profité du moment où les projecteurs n'étaient pas sur eux parce qu'ils sont actifs. Qu'on veuille le croire ou pas, ils sont actifs, ils sont opérationnels, mais ils agissent en douce. Si? Je suis un peu d'accord avec Michel, parce que c'est vrai ce que Tatiana a dit, que la culture chinoise et la culture russe, quand même européenne, c'est quand même différent. Ça, je suis d'accord. Hein, parce que nous, les Vietnamiens, on est un peu d'origine chinoise. Donc, mais écarter la Chine, je ne crois pas que ce sera possible et c'est une pas bonne idée. Parce que la Chine, quand même, ils sont très présents en Afrique, ils sont très présents en Amérique. Et tous les pays autour de la mer sud-est, hein, mer de Chine, etc., etc., sont vraiment sous domination chinoise. Même nous, les Vietnamiens, on n'ose pas dire grand-chose. Vous voyez? La Chine profite de beaucoup de guerres en Ukraine parce que quand même pétrole pas cher. Et puis les Américains sont occupés avec la Russie, donc ils font moins attention sur la Chine. Et il ne faut pas oublier aussi que la Chine maintenant ils sont très développés et que certains domaines ils dépassent même les Américains. Et les Chinois, comme dit Michel, c'est très très juste que les Chinois ils ne disent pas grand-chose, mais ils pensent beaucoup. Hein. Ce sont des gens qui font mais qui ne le disent pas. Vous voyez? Et ce sont des gens qui planifient, c'est pas pour 1 an, 2 ans, mais pour 30 ans. Vous voyez? Ce sont des gens qui ont une vision, peut-être une mauvaise vision, je n'en sais rien, ça à chacun de juger, mais ce sont des gens qui prévoient les choses. Vous voyez? Et c'est pour ça les Japonais, ils ont très peur de la Chine, parce que les Japonais, ils sont asiatiques aussi, donc confucianisme, bouddhisme, tout ça, c'est un peu lié dans la culture. Vous voyez? Donc maintenant, si le monde est divisé en deux, donc Trump et Poutine, ça veut dire que Trump qui garde l'Amérique, Poutine qui garde l'Europe, l'Asie qui reste, hein, et encore l'Inde, etc., etc. Donc je pense que la position de la Chine est très importante. Et en revenant à la réunion Trump et Poutine, moi je trouve que c'est une très bonne idée même s'il n'y a pas d'accord sur l'Ukraine. Mais pour moi, c'est normal s'il n'y a pas d'accord sur l'Ukraine. Parce que regardez la guerre de Vietnam. En 1973, il y avait des pourparlers à Paris. Les accords étaient signés en avril 73, après 5 ans de débat. Et maintenant, on le sait, depuis un certain temps, que pendant les débats, pendant les rencontres, 4 parties en table ronde. Mais le nord du Vietnam a rencontré les Américains avant ou derrière la boutique, vous voyez. Donc le sud du Vietnam, c'est comme Zelensky actuellement. Ah, ils sont là juste pour la présence, mais ils n'ont rien à dire. Si le nord du Vietnam a négocié avec Kissinger pour tous les accords de Paris en 1973. Donc Zelensky maintenant, il est excité parce que les Européens, donc Metz, Macron et compagnie, qui veulent pas la paix et qui sont va-t-en-guerre, pour moi, ce sont des gens va-t-en-guerre. Et ils sont fâchés parce qu'ils n'étaient pas invités à Alaska, etc., etc. Mais c'est une longue histoire. Donc, pour moi, Poutine et Trump vont décider, effectivement, pour la plupart, des accords avec l'Ukraine. D'abord, il était dans la voiture privée de Trump pendant 10 minutes et Poutine parle bien l'anglais. Hein? Et on ne sait pas ce qu'ils ont dit dans ces 10 minutes. Écoutez, hein? Personne l'a dit, personne n'était là, il y a un chauffeur qui était là, mais le chauffeur ne va pas le dire, qu'est-ce qu'il a dit. Hein? Donc moi, je crois qu'ils vont régler le problème Ukraine, peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Et toi, Freddy, alors qu'est-ce que tu penses sur cette histoire de la Chine? Mais, comme nos amis l'ont dit, les Chinois, ils ont un raisonnement à très long terme. Ils réfléchissent à 1, 2 générations plus loin. Tandis que les Américains, ils réfléchissent à l'élection prochaine. C'est pas le même délai, quoi, tu vois. Alors, il y a un petit défaut.
je trouve, c'est Tatiana, elle se précipite sur ce qu'elle voit. C'est gentiment, je le dis, hein. Elle me fait penser à la petite mouche là, qui court derrière la lumière et qui est allumée là. Parce que elle Trump et Poutine ensemble. Ah, c'est merveilleux, ils sont ensemble. Ben, j'oublie un petit truc. Les Américains, tu n'es pas copain avec eux. Ce n'est jamais que provisoire. Et Poutine, il le sait. C'est pas la première fois que l'Américain, il lui met une cale, hein. Donc, courir comme ça derrière la lumière du papillon de nuit, c'est bien. Mais le lézard, avec ta langue, il l'attrape. Tu vois? Voilà. Tatiana, alors, on, Bon, on attend ta réponse. le point numéro un, la Chine, les États-Unis, ils sont dans les balances pour l'hégémonie mondiale. La Russie, c'est le troisième petit point qui peut aller dans un sens que dans l'autre. Elle est dans les positions de force, même si elle-même, elle n'est pas forte, mais elle a le droit de choisir où elle va soutenir l'un ou elle va soutenir l'autre. Et visiblement, elle a choisi soutenir les États-Unis pour de tas d'autres raisons. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en parlant à long terme, oui, et c'est de cela qu'on parle, ça a été à Alaska. Alaska, d'un seul coup, ils sont devenus voisins. D'un seul coup, ils ont des projets communs. D'un seul coup, ils parlent, on va dire, de tout ce qu'ils ont vécu, de l'avant, de derrière, de l'histoire, du passé. Bref, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut entendre aux sous-entendus quand on écoute Poutine. Et ça, Philippe, on l'avait déjà fait, on en avait parlé dessus justement dans les revues de presse russes, donc je ne vais pas y revenir dessus. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le projet que Poutine met aujourd'hui sur la table pour les Américains, c'est un projet à très long terme. Il s'agit de contrôle de l'Arctique. Le schéma de passage commerciaux, aujourd'hui, ils vont passer vers le nord. Aujourd'hui, ce n'est plus très sécuritaire de circuler, je veux dire, sur la flotte. Il y avait des projets de faire des routes de soie. Aujourd'hui, plus ou moins, qu'on est en train de recontrôler en prenant d'un côté les accords avec l'Iran, de l'autre côté avec l'Azerbaïdjan. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on va faire de sorte que le contrôle maritime va passer sous le contrôle de deux empires américains et russes. En prenant ce passage-là d'Alaska, je dis en investissant là-dedans à long terme, parce que ça ne va pas se faire au jour au lendemain. Non, non, c'est vraiment un projet à long terme. Investissons là-dedans, je veux dire, là, c'est assez grandiose. On construit un nouveau pôle économique pour tout le monde. Je veux dire, le monde, il se retourne à 180 degrés. L'Europe ne sera plus le centre du monde, que ce soit économique, que ce soit, je veux dire, idéologique, que ce soit même, je veux dire, géographique. Non, on va construire quelque chose là. C'est là-dessus qu'on en parle. Poutine, aujourd'hui, a des cartes en main parce qu'il propose aux États-Unis, aux Américains, une façon de sortir de leur merdier dans lequel ils sont. Il propose aux Américains de devenir, encore une fois, grands, quoi. Une industrialisation, un investissement, un projet commun grandiose. La Chine, qui voulait toujours mettre la main sur l'Arctique, excusez-moi, il est hors jeu. Je ne veux pas dire qu'il sera complètement paumé. Non, non, il aura sa zone. Elle aura sa zone d'influence, laquelle on va l'attribuer tranquillement, gentiment, mais il ne sera pas hégémon. C'est ça qui est important. Entre guillemets, on va lui donner la possibilité de se développer, mais on va un tout petit peu limiter ses ardeurs. C'est tout. Michel? Je ne suis pas très sûr de ce dernier point. Je pense que comme ça a été dit au départ, il y a bien ces trois pôles qui sont là, donc les États-Unis, la Russie et la Chine. Et vous savez, généralement dans ce genre de situation, on le voit dans la vie de tous les jours, les grands qui ont des gros moyens, etc., ils essaient d'assurer leurs intérêts et donc ils essaient de mettre en place des lois qui leur bénéficieront le plus, même si jamais en apparence on essaie de montrer une forme de compétition les uns les autres, mais ils ne vont pas se tirer dessus. Je pense que ils vont travailler plus ou moins de concert dans une forme de paix armée où on avance, mais en gardant l'œil sur les deux autres parce que
on- une surprise peut survenir. Donc, chacun va rester prudent en avançant. Il y a des choses que les Russes et les Américains vont pouvoir faire. Il y a des choses que les Russes et les Chinois vont pouvoir faire. Et il y a des choses aussi que les Américains et les Chinois vont pouvoir faire. Donc, je pense que il y a ces trois pôles qui vont intervenir et je ne vois pas en termes, puisqu'il était question d'hégémonie mondiale, je ne vois pas seulement les États-Unis ou la Russie être au sommet. Je vois ces trois-là. Et ces trois-là vont devoir interagir. Ils vont se faire des concessions, ils vont limiter certaines choses, mais c'est dans leur intérêt de pouvoir travailler ensemble, même si jamais chacun regardera si une opportunité se présentait de tirer une forme d'avantage se présenter, ils vont saisir cette occasion-là. Donc pour moi, ça reste dans cette option-là que les choses vont se passer. Alors moi, je reprends une idée de Tatiana, c'est que cette route du Nord qui va être ouverte et peut-être même ouverte aux États-Unis et à la Russie va peut-être donner à la Russie et aux États-Unis une prépondérance évidente. Ben, Sylvie qui n'oubliez contrôle l'Arctique contrôle le monde aujourd'hui. Enfin, en tout cas, qui va contrôler le monde. Et encore une fois, c'est une question de la manière dont les choses sont présentées. Les Chinois ont aussi leur projet de la route du soie et c'est aussi quelque chose qu'ils sont en train de préparer et d'entretenir. Ils sont en train de travailler justement pour donner de la réussite de ce côté-là. Il n'est pas dit que tout le monde doit se développer sur un seul et même point. Ils peuvent se développer ailleurs, ils peuvent bénéficier ailleurs et donc euh, les, les exclure, les mettre quelque part en arrière-plan, ce serait une erreur. Ils sont là, ils vont jouer leur rôle, ils vont jouer leur carte et c'est ainsi que ça va se passer. Si jamais au niveau des États-Unis et de la Russie, ça marche bien au niveau du pôle, ben, eux, ils vont pouvoir réussir dans d'autres secteurs parce qu'ils ont des atouts que les Américains, par exemple, n'ont pas. Les terres rares et autres, ce sont leurs points de force et les Américains ont besoin de ces éléments-là parce que sans cela, pas d'armement, pas de progrès technologique, etc. Donc, ils ont leur mot à dire. Je pense que chacun a son mot à dire. Chacun va travailler par rapport à son intérêt. En tout cas, c'est ma perception des choses. Alors, il y a quelque chose qui joue contre les États-Unis. Eh ben, mon Dieu, c'est tous les 4 ans, on change. Hein. Oui, On mais l'état profond est toujours le même. Et Rubio était présent et l'accord avec l'État profond a été fait. Et en ce qui concerne les terres rares, je vous rappelle que la Russie aussi en passait d'un paquet. Et c'est aussi là-dessus que les Américains et les Russes comptent travailler ensemble. J'ai jamais dit que la Chine sera exclue. Non, j'ai dit simplement que la Chine sera un joueur dans sa zone d'influence. Elle ne sera pas, comment dire, l'hégémon mondial. Elle restera dans sa zone d'influence. C'est ça la différence. On va rentrer dans un monde multipolaire avec, on va dire, des pôles différents, avec on peut appeler ça des empires qui vont, comment dire, d'être les métropoles dans chaque zone d'influence, la Chine dans la sienne, la Russie dans la sienne, les États-Unis dans la sienne. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le projet que Poutine remet aujourd'hui sur la table pour les Américains, c'est un projet qui est, on va dire, salutaire aussi bien pour les Américains que pour les Russes. Et le contrôle de l'Alaska, surtout le contrôle de ce passage dans ces chemins-là maritimes, elle est indispensable. Elle va redonner aussi bien aux Russes qu'aux États-Unis une possibilité de contrôler tout ça et aussi de contrôler la Chine. Je n'ai jamais dit qu'il fallait la mettre au second plan. Non, j'ai dit la contrôler, ce qui n'est pas la même chose. Ti, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'avec la Chine, le problème n'est pas si facile que ça. Parce que la Chine est le voisin le plus proche de Poutine. Bon. Mhm. La Chine a beaucoup d'influence sur la Corée du Nord. Hein. Voilà. Si j'ai bien compris, mes compatriotes qui me disent que le parti asiatique de la Russie, il y a beaucoup de Chinois qui travaillent. Oui. Beaucoup. Hein. On ne sait pas, 1 million, 2 millions pour un pays de 1,5 milliard, 1 million, 10 millions, c'est rien. Vous voyez?
Donc, cette partie-là, Poutine a besoin beaucoup de la Chine. Vraiment beaucoup besoin de la Chine. Et c'est un voisin. Il vaut mieux être en bon terme avec le voisin qu'avec un ami qui habite 10 000 kilomètres. L'Ukraine, c'est l'exemple. Vous voyez? Donc, je crois que Poutine, c'est un homme extrêmement intelligent et délicat. Hein. Bon, c'est un guerrier. Hein. Quand la guerre, on tue. Bon, d'accord. Biden qui l'a traité tueur, cinglé et tout ça, moi, j'étais pas d'accord. Mais bon, maintenant, la Chine, est-ce qu'elle va se contenter hein, de dire que, bah, écoutez, Poutine, tu vas avec Trump, et moi, c'est un second plan, et puis voilà, vous allez me distribuer l'Asie, et vous contrôlez Europe, et toi, tu contrôles l'Amérique latine, et l'Amérique entière. Je crois qu'avec la Chine, le problème est beaucoup plus complexe que ça, et si on connaît bien la mentalité chinoise, ils se souviennent très long. Hein, ils ont une mémoire très très longue. Et puis ils sont très rancuniers. Ouais. Voilà. Donc je pense pas que Poutine va travailler avec Trump maintenant et puis négliger la Chine. Et il me semble, Poutine il est malin, il est intelligent. Donc l'histoire de pôle Nord qu'il va faire avec Poutine, c'est juste pour sortir l'Ukraine en beauté. Parce que Poutine a besoin de sortir de cette guerre aussi, il ne faut pas oublier. Parce que 3 ans, c'est déjà trop. Vous voyez? Même si la Russie est en train de gagner, mais Poutine, je sens qu'il y a une envie de sortir cette guerre. Donc la carte de pôle Nord, c'est juste pour sortir l'Ukraine maintenant en beauté. Mais Poutine ne va jamais trahir la Chine. C'est pas un homme qui trahit. Voilà. C'est une Donc vraie peut-être je question. me trompe. C'est une vraie question. Est-ce que Monsieur Trump a vraiment besoin de sortir de cette guerre d'Ukraine? Oh Oui. oui. La Russie, elle en a besoin, oui. Oui, oui. Freddy, tu Mais voulais dire quelque chose à ce sujet? Oui, vas-y. Ah oui, mais les USA sont à la limite de la ruine, il faut quand même bien se rendre compte de ça. Ils ont 30 000 milliards de dettes, même s'ils impriment eux-mêmes les billets. Cette chanson va se terminer tôt ou tard. Mais par contre, je voulais dire, donc, cette rencontre est bien, je dois dire, du point de vue, il y a quand même eu un contact entre la Russie et les USA. Ça, c'est positif. Par contre, ce que je trouve très positif ici, c'est que l'Europe a été mise sur le côté. L'Union européenne a été éjectée du cas. Ça, c'est très bien. Parce que je n'ai jamais vu une telle concentration d'abrutis en même endroit. Mhm. Ces gens nuisent à leur propre peuple. Parce que t'as qu'à venir voir en Europe ce qui se passe, et tout ce qui sont en train de pondre, c'est grave hein, pour les peuples d'Europe. Pour les peuples d'Europe, c'est grave. Hein. Alors, plus vite ils seront affaiblis, plus vite à l'intérieur il y aura de la rébellion, et que Ursula Leyen sera éjectée avec Zelensky, tous les deux vont être max, avec comment, avec Tesla, hein, voilà, je sais que son nom, voilà. Non, l'Europe est nuisible pour les peuples européens, en plus de l'Ukraine, parce qu'ils sont hyper guéris, les mecs, hein. Et j'ai gardé, après je vais laisser la parole, les dirigeants européens ont toujours leur casque colonial vissé sur la tête, hein. Ne pas oublier ça, hein. Ils ont toujours ça dans la mire. Et l'autre, en Amérique, c'est MAGA, hein. Ne pas oublier, hein. Je m'adresse à Tatiana, hein. Attention, c'est MAGA, hein. Voilà. Pas de tout. Yana, bon, premièrement, je n'ai jamais dit que la Russie va trahir la Chine. Non, la Russie va sauver la Chine dans cette situation-là. N'oubliez pas que la Chine, c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est pas, comment dire, un espèce de gros truc homogène dans lequel, je veux dire, tout le monde sont égaux. Non. Il y a déjà 2 Chines. Il y a une Chine libérale et il y a la Chine, on va dire, de Xi Jinping. Et c'est pas si simple que ça. À l'intérieur de cette Chine, il y a aussi les nationalistes. Il y a aussi, on va dire, il y a aussi une idéologie. Il y a la Chine vers Shanghai, celle de grandes banques, qui peut aussi faire, on va dire, le point contre les Américains. Et d'ailleurs, je vous rappelle que c'est pas les Américains qui impriment le dollar, non. C'est la Réserve fédérale qui leur prête. Donc aujourd'hui, l'ennemi numéro 1 de Trump, c'est pas la Russie, c'est pas la Chine, c'est, on va dire, la Réserve fédérale qui le colle justement, je veux dire, les 2 mains sous le cou. D'accord? Donc aujourd'hui, ce que propose Poutine à la Chine, c'est premièrement éviter la guerre.
Secondo, se débarrasser de cette influence, de cette Chine, on va dire, qui est aussi nocive pour elle que pour les autres, je veux dire, cette Chine libérale qui existe bel et bien et qu'il faut aussi la prendre en considération. Puis, on va dire, aujourd'hui, cette Chine-là et l'Europe, ils font, on va dire, ensemble. La Chine, je veux dire, elle est encore une fois double, voire triple. C'est pas homogène. Donc, l'accord qui était conclu, il était conclu avec Xi Jinping. Ils ont passé des heures et des heures à travailler ensemble. Je suis sûre que cet accord-là a été fait tout comme avec la Corée du Nord. Parce que, encore une fois, il a passé des heures et des heures au téléphone avec Kim. Donc, tout ça, c'est déjà réglé. Pour qu'aujourd'hui, il se retrouve en Alaska, il n'y avait pas de question de journaliste. Non, on a juste dit, voilà, c'est comme ça que ça va être. Et Poutine, qui a parlé en première, alors que normalement, dans les protocoles, c'est le pays qui reçoit qui parle en première. Poutine qui a bien posé tous les points sur les i en disant que voilà ce qu'on vous propose. On n'a pas l'intérêt d'avoir les États-Unis en mauvaise santé. On n'a pas l'intérêt de vous voir mourir. On veut vous aider. On peut jouer gagnant-gagnant. Tous les problèmes sont déjà réglés. Aujourd'hui, les questions de l'Ukraine, elle est dans les mains de Trump. Mon petit coco, c'est toi qui as démarré cette guerre. En tout cas, c'est les Américains qui étaient à la base de tout ceci. C'est toi qui vas régler. Et une fois que tu auras réglé ça, et c'est pour ça qu'il a dit qu'il va très vite rappeler ceci, cela. Pour une fois, il n'était pas très bavard. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est Trump qui va régler ce problème-là pour Poutine. Et Poutine a dit, voilà, nous, on a énormément d'investissements. On va sauver ton pays. Parce qu'aujourd'hui, ni avec ta dette, ni avec la réserve fédérale, tu vas pas t'en sortir tout seul. Je veux dire, c'est gagnant-gagnant. Je veux dire, le plus parfait qui peut exister. Et il n'y a pas de perdant dans cette affaire-là. Je veux que vous compreniez ça. Il n'y a pas de perdant. Tout le monde gagne, même l'Europe. Je parle de l'Europe et pas nos dirigeants européens qui sont imprégnés, je veux dire, dans les affaires de corruption et de tout qui s'ensuit jusqu'au cou. Eux, ils ont tout à perdre. Eux, il faut absolument qu'ils tiennent à cette guerre-là. Mais encore une fois, tout ça, je veux dire, c'est un problème que Trump va régler. C'est, comment dire, son ticket d'entrée dans cette affaire-là, de cet énorme pôle qui va se construire. Et Michel, tu n'avais pas l'air d'accord. Disons que la manière dont je vois le président Poutine, c'est c'est comme ce. Je crois que vous avez déjà eu l'occasion de voir des images là-dessus où un joueur d'échecs joue avec plusieurs personnes. Il vient avec le premier, il déplace un pion, il va vers le deuxième, il déplace un pion. Et lorsqu'il revient ensuite au premier, il sait exactement où il s'est arrêté, il sait quelle est sa stratégie. C'est comme ça que je vois le président Poutine, qui sait avancer ses pions aussi bien avec les Américains qu'avec les Chinois et il regarde l'intérêt de son pays aussi. C'est clair qu'en termes par rapport à l'Union européenne, c'est clair que les dirigeants ne sont pas en train de faire des choses pour l'intérêt de leur population. Et moi, personnellement, ma crainte à moi, c'est de voir les responsables des différentes nations de l'Union européenne vouloir saboter ce projet avec la situation de l'Ukraine, avec éventuellement des guerres de faux drapeaux où on présente les choses d'une certaine manière pour faire trébucher le projet. Et d'ailleurs, le président Poutine en a parlé dans ce sens-là, que l'Union européenne devrait ne pas chercher à mettre des bâtons dans le roue. Mais sinon, en soi, par rapport au personnage, le président Poutine semble savoir ce qu'il est en train de faire. Il essaie de maintenir cet équilibre avec tout le monde. Il ne se présente pas en sauveur, il se présente en collaborateur, quelqu'un qui veut réussir à faire avancer les choses dans le monde, mais aussi dans son propre pays et dans son intérêt. Donc, cette histoire de la guerre avec l'Ukraine, c'est clair que c'est dans l'intérêt de la Russie, c'est dans l'intérêt de l'Ukraine que ça prenne fin. Donc, mais ça a été un détail par rapport à tout ce qu'ils ont eu l'occasion de se dire quand ils se sont rencontrés.
parce qu'il y a d'autres points qui sont prioritaires. Et pour les Américains, l'Ukraine, ce n'est pas une priorité, c'est plutôt une épine qu'ils essaient de retirer de leurs pieds parce que ça leur prend leurs ressources, ça crée maintenant une division au niveau de la nation. Il y a certains qui sont pour, certains qui sont contre, et l'histoire avec l'Israël et la Palestine non plus ne vient pas aider. Donc, il y a un vrai remue-ménage qui se passe dans les États-Unis, et c'est dans l'intérêt justement du président Trump de pouvoir terminer rapidement cette histoire avec l'Ukraine pour pouvoir se concentrer sur ce qui est important pour lui, c'est-à-dire l'installation d'une forme de stabilité pour lui et pour le pays. En tout cas, c'est ma perception des choses. Et alors, l'Ukraine, que va-t-il se passer en Ukraine, Ti? Bah, je suis d'accord avec Michel pour plusieurs points. Oui. Poutine, c'est un homme qui pense à son pays, qui travaille pour son pays, au contraire aux autres dirigeants européens qui travaillent, c'est pas pour qui, mais en tout cas, c'est pas très très logique ce qu'ils font en fait depuis le début de la guerre. Ils se sont trompés, ils veulent pas admettre, ils sont orgueilleux, ils sont arrogants. Voilà. Donc maintenant, heureusement pour le peuple russe qu'ils ont un président qui est prévoyant, hein, il faut le dire. Hein. On n'aime pas, mais en tout cas, ce président-là, euh, selon les sondages, Tatiana va me dire si c'est vrai ou pas, qu'il a 85% des gens qui le soutiennent. Hein. Voilà, donc moi, je suis heureuse pour le peuple russe. Et maintenant, la Russie, hein, la Russie donne une carte à Trump. Il est obligé un peu, parce que quand même, 3 ans que ça dure, l'économie est aussi affaiblie et les gens s'appauvrissent aussi. Les gens en ont marre aussi cette guerre, même s'ils gagnent, vous voyez. Et Poutine tient jusqu'à aujourd'hui. C'est beaucoup grâce à la Chine et c'est aussi grâce à des pays BRICS qui achètent ses pétroles, etc., etc. Voilà, donc la victoire de Poutine, c'est aussi une victoire commune, en quelque sorte, des autres pays. Ils le disent pas, mais ils le faisaient. Ils ont fait cette victoire. Et maintenant, l'Ukraine, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient comme le sud du Vietnam. Hein? Ils deviennent comme le sud du Vietnam, tout simplement parce que des moments qu'on n'est pas indépendant, hein? Des moments qu'on est payé par quelqu'un pour battre. Parce que pour les Vietnamiens, pour moi, Zelensky, c'est un mercenaire. Hein. Non, je dis les choses telles qu'elles sont. Peut-être ils vont me détester, mais c'est vrai. C'est vrai. Ce pays-là, comme dit Tatiana l'autre jour, il y a plusieurs fractions. Vous voyez? Il y a des nazis, des anciens nazis, il y a des nationalistes, il y a des gens de l'Est et qui sont de l'Ouest qui sont pas du tout ensemble. Vous voyez? Donc maintenant, l'Ukraine va éclater, hein, éclater en plusieurs pays. Peut-être en plusieurs pays. Une partie qui dépend de la Russie, une partie qui dépend peut-être de la Pologne, Hongrie, je n'en sais rien, je suppose comme ça, et une partie au centre. Vous voyez? Donc Zelensky, tôt ou tard, il va s'exiler comme ancien président vietnamien. Et voilà, et sur ce point-là, je pense que le président Poutine, il n'est pas fou, c'est un type extrêmement prévoyant, il ne fait pas confiance 100% aux Américains, comme moi d'ailleurs. Je ne fais pas confiance aux Américains, parce qu'après 4 ans, hein, les autres qui vont venir, ils veulent toujours être le chef du monde. Et les dirigeants européens, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Dans le continent européen, il n'y a pas de ressources naturelles, il n'y a rien. Nous, on dépend aussi les autres pour la vie, pour le confort. Alors, écoutez, l'Ukraine va éclater, à mon avis. Hein. Je me trompe Gentil, je vais passer justement à ce propos-là une interview d'Alain Juillet. Américains font des négociations discrètes ou secrètes. Mais quand ils pensent qu'ils ont toutes les cartes en main, comme on le disait pour ce pauvre Zelensky, bon, on dit à Zelensky, bon, t'es pas d'accord, on coupe les moyens. T'es pas d'accord, on coupe, hein, on va couper le renseignement. T'es pas d'accord, allez, on termine, on te coupe la radio. Bon, bah t'es mort, alors t'as plus rien à dire. Donc il vaut peut-être mieux que tu signes maintenant. Évidemment, ça on peut le dire à tout le monde et cash, parce que de toute manière, on sait que le malheureux, il a aucune chance de s'en sortir.
Et d'ailleurs, c'est fascinant de voir que des gens ne comprennent pas cette mécanique et disent, vous en faites pas, camarades, on est là avec vous, on va vous sauver. Oui, ça, c'est la position de l'Europe. Qu'est-ce que tu en penses, Freddy? Aïe, aïe, aïe. L'Europe, c'est ma souffrance, hein, c'est ma souffrance. Oui. Il y a, Et sur les États-Unis, là, sur la position des États-Unis un peu partout dans le monde. les USA, je reviens là-dessus, c'est MAGA, hein, c'est MAGA. Donc, tout ce que tu fais avec les USA, méfie-toi. Hein. Parce que si aujourd'hui ils sont d'accord avec toi, demain, Trump, c'est l'exemple type, hein, c'est pas demain, c'est le quart d'heure qui suit. C'est vraiment, faut se méfier à mot hein, des USA. Hein. Voilà. Ils gardent leur esprit d'hégémon. Ils veulent contrôler la planète entière. Hein. Ça ne change pas. Que ce soit Trump ou un autre, ça ne change pas. Non, C'est ça que je me dis, c'était extraordinaire de le dire. Le problème de l'humanité, ce sont les USA. Les USA, c'est une mérule gigantesque, là, au centre de la Terre. C'est une mérule. Qu'est-ce qu'il faut faire avec une mérule? Il faut l'éradiquer. Je suis désolé de le dire. Il faut l'éradiquer. Et c'est malheureux pour le peuple américain, c'est un fait, mais tu dois liquider le système américain, tu dois liquider le pouvoir américain. Tant qu'il sera là, il continuera ses saloperies. Il n'y a rien à faire. Tout va bien. Même Trump, il ne sait pas travailler parce il est pris à la gauche, à droite, à gauche, par le deep state et tout ça. C'est le centre du capitalisme. N'oublions pas qu'ici, c'est le capitalisme. C'est le centre du capitalisme mondial. Et ils veulent être les seuls, les plus riches, les plus forts du monde. Ça ne change pas dans leur optique. Ça ne change pas. Et ils vont nuire jusqu'à la fin des temps. Donc, il va falloir que les peuples éradiquent ce qu'il y a dans cette île protégée de tout, où ils sont à l'abri de tout. Là, hein? Ils sont dans leur île bien protégée. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans le pays d'à côté. Hein? C'est ça le problème. Tu n'as pas l'air tout à fait d'accord. Moi? Ouais. Non, écoute, on confond souvent les pays et on va dire ceux qui sont vraiment la tête pensante. Les États-Unis en tant que pays, bon, écoute, ils sont victimes aussi dans toute cette situation-là. Mais je vous rappelle encore une fois, le dollar, c'est pas une monnaie américaine. Vous avez la Réserve fédérale qui l'imprime depuis plus de 100 ans et qui avait ce merveilleux projet pour, entre guillemets, dominer le monde. Et eux, je suis désolée, eux, on va pas les changer tous les 4 ans, non. Je dis, c'est pour rien. Et c'est contre cela qu'aujourd'hui, Poutine et Trump se battent. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils sont placés même physiquement dans l'Europe euro-atlantiste. C'est un peu ça, quoi. Et c'est ça qu'il faut éliminer. Et quand, excusez-moi, on parle de dirigeants européens, il s'agit des personnes, il ne s'agit pas des pays. Je dis, ces personnes-là ne travaillent pas dans les intérêts du pays. C'est pas les pays qu'il faut, excusez-moi, de mettre à ordre. C'est ces personnes-là. Et qui c'est qui a tous les écoutes et qui connaît toutes les affaires, toutes ces personnes extrêmement corrompues, extrêmement, excusez-moi, noires de larmes et des faits, c'est les Américains. Donc, ça va être hyper vite résolu. Ils sont tous convoqués, on leur proposera les dossiers sur la table. La même chose qu'ils ont fait avec Vardali, enfin, ma jumelle maléfique, là, la machin, là, la fonte truc-muche, là. On l'a juste dit, tu signes là et là. Tu as le choix, ou tu fais couler l'Europe, ou tu coules toi, ma belle. Et elle a tout signé pour acheter le même gaz qui provient au même pays, aux mêmes quantités, excusez-moi, mais en le payant 3 fois plus cher. Et c'est la preuve même qu'on quoi, il y a, je veux dire, aucune autonomie à ce pays-là. Mais ce pays, je veux dire, ça n'existe pas. L'Europe, ça n'existe pas. Il y a des personnes qui le dirigent, qui le gouvernent, qui ont mis des marionnettes en place, et c'est très facile à éliminer, quoi. C'est ça. Donc, les États-Unis, oui, en tant que pays, mais il y a une force derrière qui, qu'on met un en place ou l'autre, ce sera toujours des marionnettes. Ce qu'il faut, c'est d'éliminer la chose qui est derrière, quoi.
Non, mais Tatiana, le problème, il est aussi chez Zelensky. Enfin bon, ils sont Oh, ben, Zelensky, obligés. c'est très facile à l'enlever. Le mec, il est lâche. Et il a des affaires déjà, il y a les affaires de corruption qui commencent à sortir. Une fois qu'on leur proposera toutes ces affaires-là, ce serait très simple. Le mec, on te refait ton identité, on te garde juste ce qu'il te faut pour vivre, on t'envoie, je sais pas dans quel pays, et tu restes tranquille. Sinon, on te donne aux Russes. Alors, tu es d'accord avec Alain Juillet? Ah ben Zelensky, je veux dire, attends. Ouais. Ben, pardon, je veux dire, vous allez vraiment faire croire que c'est lui qui décide dans son pays, lui qui, excusez-moi, contrôlé et protégé par l'armée, excusez-moi, des Missis là. C'est les Britanniques qui Tatiana, se gardent. c'est Je ce ne qu'on peux nous pas dit parler dans pour tous les médias. C'est ce qu'on nous dit dans tous les médias. Bien sûr, Zelensky, je veux dire, il n'est choisi, il ne décide, il n'est rien. Rien. Je veux dire, là, avec qui on négocie, et c'est pour ça que c'était important que Rubio était là. Rubio était là, je veux dire, avec l'État, on va dire, profond, entre guillemets, avec cette force qui est effectivement, je veux dire, derrière tous ces gens-là, avec eux, on a trouvé compromis. Le reste, ça va partir tout seul. Ils peuvent toujours piailler dans tous les sens. C'est résolu. L'affaire de l'Ukraine, c'est juste une affaire de quelques jours. Et je pense d'ailleurs qu'on va d'abord éliminer l'Union européenne après les problèmes ukrainiens, mais ça va ensemble. Ça y est déjà, je vous dis, c'est un dossier résolu. Point. C'est pour ça qu'il n'y a pas de journaliste à répondre à quelconque question parce qu'il dit attends, excusez-moi, mais on ne va pas s'embêter la vie avec des petits piaillements de ceci, cela. Ah, l'Ukraine libre, indépendante, autonome, démocratique. Mais putain, quoi. C'est même pas la peine, je veux dire, d'entendre ça. Ah, pas quoi. Ah, j'entends rien là. Il y a un petit courant d'air Qu'est-ce que qui tu en passe. penses? Et moi, Ouais. bon, Ça avait l'air abasourdi par. je dirais simplement que par rapport au président Zelensky, euh, la situation a bien été résumée lorsque le président Trump lui avait dit à la Maison-Blanche, tu n'as pas les cartes. Et c'est effectivement une personne qui n'a pas les cartes, qui ne peut rien faire par lui-même. On peut certes admirer le courage de la population ukrainienne. Malheureusement, la personne qui est en train de diriger n'est pas en mesure de changer quoi que ce soit. C'est dans tous ces discours, quand il parle à l'Union européenne, quand il parle aux États-Unis, c'est toujours donnez-moi, 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 donnez-moi. Donc, à un moment, si jamais on est aussi dépendant, on n'a pas la possibilité de dicter une direction. Ça va être, tu fais ce qu'on te dit, sinon on te lâche. Et comme il ne voudra pas être lâché, ben, il va finir par se plier à tout ce qui va se dire. Pour moi, le match a déjà été fait. Là, on est juste en train d'assister au dernier soubresaut, mais la question de l'Ukraine a été réglée. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que le président Trump a dit que maintenant la balle est du côté de Zelensky, qui doit justement décider si il accepte les nouvelles directions qu'on va lui donner, ou bien il voudrait s'appuyer sur l'Union européenne qui dit non, vas-y, résiste, etc., en sachant que l'Union européenne est en train de faire cela parce que ils n'ont pas un mot à dire sur ce qui se passe sur le terrain. À chaque fois qu'ils ont voulu s'immiscer dans des discours, dans des réunions pour imposer ou proposer leur point de vue, ça n'a jamais donné des résultats. On les a toujours ignorés. Et même parfois, quand ils sont en train de dire, ben, on va aller trouver le président Trump, on va lui dire ça et ça. Moi, je me souviens encore de Monsieur Macron qui était en train de dire, mais j'irai trouver Trump, je vais lui dire, mais ce n'est pas toi ça. Tu ne dois pas te laisser diriger par les Russes. Et une fois qu'il était sur place, le discours a complètement changé. Ils sont là juste pour faire du spectacle. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Tatiana, je pense que l'Union européenne va être maintenue. Elle va être maintenue pourquoi? Parce que certes, ce sont des personnes qui sont à la tête du pays, mais ces personnes engagent le pays. Mais ces personnes qui sont à la tête du pays ont une obédience vis-à-vis des États-Unis.
Donc, les États-Unis aura tout intérêt à garder les valets qu'il a placés en Union européenne pour qu'ils puissent faire et obéir à ces directions. On va tourner à gauche, tout le monde tourne à gauche, même si jamais ça va à l'encontre des intérêts de la population. Mais du moment que moi, j'ai décidé qu'on devait tourner à gauche, tout le monde va prendre le pli. Ils vont protester pour la forme, mais ils vont se coucher devant la décision qui va être prise. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà arrêté. C'est pour ça que la question ukrainienne, pour moi, c'est une question déjà réglée. On aura des bruits de l'Union européenne, mais ça sera juste pour la forme. Ti, est-ce que c'est vraiment plié pour l'Ukraine pour toi? Bah, écoute, j'espère ce que vient de dire Michel soit une réalité proche, que c'est déjà réglé. Mais moi, j'ai toujours crainte qu'il y aura encore beaucoup de morts. Parce que actuellement, j'ai entendu parler que l'Union européenne continue à donner des milliards pour que Zelensky achète encore les armes Mhm. américaines. Donc, il y aura encore des victimes, et surtout victimes ukrainiennes et aussi russes. Donc, je fais beaucoup d'analogues avec la guerre de chez nous. Hein. Beaucoup, vraiment beaucoup. Donc, vous vous rappelez quand Nixon était empêtré dans l'affaire Watergate, hein, et il ne pouvait plus mener cette guerre comme il l'entendait. Donc, les Vietnamiens du Nord savaient que la victoire était proche. Mais quand même, ça durait encore 2 ou 3 ans. Enfin, Vous voyez? C'est Nixon qui a engagé toutes les négociations. Voilà, voilà, parce que il y avait des problèmes aux États-Unis. Donc nous du Nord, on était convaincus que maintenant, avec les protestations, avec empêtrement de Nixon, etc., etc., on allait gagner la guerre. Mais on ne sait pas est-ce que c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme Ho Chi Minh l'a dit, la guerre peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais la victoire finale, c'est à nous. Vous voyez? Donc l'Ukraine, c'est pareil maintenant. Si la carte de l'Ukraine est déjà jetée, mais il y aura encore beaucoup de morts parce que Stamer qui s'excite, Metz qui s'excite, Macron qui s'excite, on donne encore l'argent pour acheter les armes. Et puis les Américains, ils vendent les armes. Alors donc il y a toujours des gagnes, hein, toujours des gagnes. Donc est-ce que vraiment les Américains, ils veulent vraiment que ce soit terminé cette année? Moi, j'ai un doute, moi. Je ne sais pas. Mais alors, pour Nixon et pour le problème du Vietnam et de Nixon, Nixon avait conclu les accords de paix. Et il a eu des problèmes ensuite au Watergate en 94, mais c'est en 73 en 73 qu'il avait conclu ces accords. Exact. Mais il a bombardé encore en 1972 Mhm. au Vietnam. Oui. Mais sa Alors, position a été affaiblie. je vais vous montrer un petit extrait pour l'Europe. Il y a 2 ans, la Russie nous expliquait mener une opération spéciale C'est le qui 25 allait se conclure en quelques semaines. Elle en est réduite à vider ses prisons pour remplacer les pertes colossales qu'elle subit sur le front. On nous expliquait que la Russie avait un avenir certain. Beaucoup de jeunes Russes ont préféré la liberté à la guerre et se retrouvent à Belgrade, Tbilissi, Istanbul ou Paris. La Russie a perdu ses talents. Elle préfère financer une guerre inutile, injuste et cruelle, plutôt que les services de base pour sa propre population, ou plutôt que de subventionner le prix des œufs pour les bas salaires. Alors, que va-t-il dire maintenant, Monsieur Macron? Un an plus tard. Tatiana? Bah, il va dire la même chose. Écoute, déjà, je répète que l'Union européenne et les pays responsables, déjà, c'est antinomique. Enfin, les deux ne vont pas ensemble. Aujourd'hui, les pays dans l'Union européenne ne décident pas. Je vous rappelle quand même qu'on n'est plus du tout dans les mêmes situations. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça montre bien encore que pour arrêter la guerre en Ukraine, il faut démonter l'Union européenne. C'est par ça qu'on doit passer. Donc, l'étape numéro 1, donc on démonte l'Union européenne, donc on en finit là-dessus. L'étape numéro 2,
on fait le partage, on signe la paix, on fait le partage de l'Ukraine, en cours de partage de territoire, en cours de référendum, en cours de définition autre, et que par la suite, je veux dire, on commence à retravailler sur l'autre côté. Et Alors, on définit aussi les réparations et qui c'est qui va reconstruire l'Ukraine. Mais encore une fois, je dis, l'Union européenne élevée ces dernières, bon, allez, je vais être optimiste, je dirais semaines. mais Mais Tatiana, quand tu parles de partage de l'Ukraine, tu oui, penses à un partage entre la Pologne, entre la Roumanie, entre la Russie de l'Ukraine ou alors, c'était le plan à la base quand M. Poutine a donné son interview à M. Carlson. C'est comme ça qu'il prévoyait les choses. Je ne sais pas où c'en est aujourd'hui. Je ne serais pas surprise qu'on va effectivement passer par ce stade-là, justement pour garantir la sécurité aux Ukrainiens. Mais bon, écoute, la séparation, elle va être très simple. Encore une fois, je te rappelle, on a le problème avec Israël. Il ne faut pas oublier. Je veux dire, il faut voir tout ça dans le monde. Aujourd'hui, Trump a besoin de sauver Israël. A priori, tel que c'est parti, c'est difficile, d'autant plus qu'il y a des énormes, je veux dire, il y a exode, très grand exode de cette population, de ce territoire-là. Où est-ce qu'ils vont, excusez-moi, tous les russophones, hein, qui quittent aujourd'hui Israël, à qui on subventionne et à qui on propose un endroit où ils peuvent investir, gagner de l'argent, où il y a aussi la mer et les plages. On peut construire des superbes, je veux dire, au lieu de se compliquer la vie, de faire une super nouvelle Saint-Tropez, je veux dire, à Gaza, on peut faire un autre endroit qui ressemble à Saint-Tropez en investissant énormément d'argent. C'est où? À Odessa. À Odessa. Il y a des énormes, non mais, je veux dire, vous ne vous imaginez pas, hein. Aujourd'hui, Israël, elle se vide de sa population, quoi. Et ils partent tous vers le... tu parlais de Mariupol. Non, non, ce sera plutôt Odessa. Comme ça, Odessa, il sera démilitarisé et il sera justement pris. Ils étaient toujours là. Tous les blagues de sites, c'est des blagues sur des juifs, quoi. Je veux dire, c'était leur capital pendant je sais pas combien de temps, quoi. Ils ont tous leurs racines là-dedans. Ils vont revenir à la source. Et je pense aussi, ça en fait partie de ce compromis-là dans les partages de territoire. Odessa, oui, Odessa, il joue un très grand rôle. Alors, à propos du Moyen-Orient, parce que bon, est-ce que vous croyez qu'on a parlé de ça, Trump, Poutine, est-ce qu'ils ont parlé de ça? Bien sûr. Bien sûr, en tout cas, Poutine, il est parlé avec les Palestiniens. Il y avait donc déjà pas mal d'échanges qui étaient faits dans ce domaine-là. Aujourd'hui, Netanyahou, il travaille pas pour le bien de son pays. C'est un agent, on va dire, des autres, là, ceux qui travaillent réellement dans l'ombre, on va dire. Voilà. Et aujourd'hui, la situation est telle que il faut trouver une solution pour ça. Il faut trouver une solution et reconnaître Palestine, bon, c'est bien, mais après, vous faites quoi avec? Vous avez vu en quoi ça ressemble? La Palestine, aujourd'hui, la reconnaître ou pas, il n'est pas viable comme État. En revanche, selon moi, de faire un seul État, mais avec les respects, avec une surveillance, les respects des minorités, on va dire. C'est-à-dire redonner, excusez-moi, de redonner Israël Palestiniens, ça peut être une solution. Et de ce point de vue, je peux toujours rêver, hein. Tu sais, je peux toujours rêver, mais je te rappelle, il y a 2 ans, je dis que le dollar va disparaître d'ici, je veux dire, 2 ans et demi maximum. À l'époque, j'étais la seule personne qui ne voulait me croire. Alors, je peux rêver, et souvent, donc, moi, je te dis encore une fois, à mon avis, le problème de Palestine, elle peut être résolu que dans cette configuration-là. Ouais. On redonne Israël aux Palestiniens et on déménage Israël vers par là-bas. Parce que là-bas, je veux dire, ni la France, ni les Britanniques, ils ne laisseront pas Odessa, ils ne laisseront pas la côte noire aux Russes. En revanche, ils le laisseront, je veux dire, aux Américains et à Israël. Donc, à mon avis, c'est une très bonne solution, d'autant plus que l'Israël qui va aller là-bas, c'est les gens qui étaient déjà à l'origine là-bas.
qui parlent russe, qui ont une culture russe et qui vont finalement investir dans les réparations. Parce que la Russie, elle ne veut pas investir dans les réparations, dans la mise en état de tous ces territoires-là. Michel, qu'est-ce que tu en penses? Bon, alors je vais un peu revenir sur l'intervention de la vidéo avec le président Macron. Et il me fait rire en disant la Russie s'engage dans une guerre inutile au lieu de s'occuper des services de base pour sa propre population. Il aurait pu dire la même chose pour lui. La population française est en train de traverser des situations difficiles. Il n'a pas d'argent pour la population française. On va commencer à retirer des jours fériés qui vont être facturés. On va pousser la retraite beaucoup plus tard parce qu'il faudrait trouver de l'argent. Mais étrangement, pour l'Ukraine, il a de l'argent. Donc, le conseil qu'il donnait là au président Poutine, c'est le même conseil qu'il devrait appliquer lui-même. Mais malheureusement, le président Macron a montré plusieurs fois qu'il était très bon pour parler, mais jamais pour suivre ses propres conseils. Donc, c'était vraiment de la démagogie. Maintenant, par rapport au dossier israélien et palestinien, c'est définitivement une des casséroles qui est sur le feu de la cuisinière des États-Unis. Donc, il y a cette casserole-là qui doit être réglée. La casserole de l'Ukraine a déjà été retirée de la cuisinière et mise de côté. On attend que ça refroidisse. Mais il y a d'autres dossiers qui sont plus urgents. Donc, la situation Israël-Palestine, c'est définitivement un des points chauds sur lequel les États-Unis sont en train de se pencher. Et l'idée justement que propose Tatiana de migrer les Juifs vers Odessa, c'est quelque chose qui va pas se faire. C'est quelque chose qui va pas se faire déjà parce que le territoire, c'est déjà un acquis depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils ne vont vraiment pas vouloir quitter leur territoire et personne ne va les forcer à le faire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut oublier. C'est un souhait, mais c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Par contre, définitivement, reconnaître l'État palestinien, c'est une urgence parce que pour le moment, nous avons une nation qui combat contre un peuple qui n'a pas vraiment de structure de se défendre et de répondre. Donc, c'est définitivement la reconnaissance d'un État palestinien est une nécessité, de la même manière que la reconnaissance de l'État d'Israël était une nécessité, mais au moment où on a reconnu l'existence de l'État israélien, personne n'y avait donné foi. Mais c'est après que les Israéliens se sont pris en charge, ils ont dit, bon, à partir de maintenant, ça va commencer. Je crois que c'était avec Ben Gurion, si je me trompe, où il a dit, bon, à partir de maintenant, l'État d'Israël existe. Je pense qu'il peut arriver exactement la même chose avec l'État palestinien. Il faudra définir les espaces où ces deux États vont évoluer, parce que là, on voit que de plus en plus, la Cisjordanie est en train de faire de plus en plus face avec l'arrivée des colons. Il y a des lois qui sont votées au Parlement israélien pour occuper ce territoire. Régulièrement, je vois, il y a une dame qui passe, une avocate, je crois, française, qui passe à la télé et qui dit que le territoire, c'est de la mer Méditerranée à l'Euphrate, peu importe ce qu'il en est, il va y avoir toujours cette opposition qui va se faire. Et je pense que celui qui pourrait vraiment mettre un peu les choses dans l'ordre de ce côté-là, ça sera les États-Unis, parce que les États-Unis sont ceux qui financent majoritairement l'État d'Israël. Donc, si jamais on touche le secteur financier, je pense que ça va remettre un peu de l'ordre, même si jamais il y aura quelques groupuscules qui vont ne pas être d'accord, mais je pense qu'il faudrait définitivement aller dans cette direction-là. Oui, C'est en tout cas mon point de vue. Faire des sanctions. Oui, absolument, Ouais. absolument, absolument. J'estime que ce qui est en train de se passer
doit faire l'objet des sanctions. On a multiplié 18 trains de sanctions à la Russie pour moins que ça. Pour moins de massacres, pour moins de destruction, etc. Aujourd'hui, la bande de Gaza, détruite à 75% ou 80%, je ne sais plus exactement, c'est un territoire qui est complètement rasé. Ça continue. Et ça continue. Et ça continue. Et personne ne dit rien. On préfère ne pas dire quelque chose parce que ça ne va pas dans les intérêts du narratif qui est présentement présenté. Ouais. Ti, qu'est-ce que tu en penses de la bande de Gaza? J'ai pas déplacé les Juifs en Odessa. Je crois que c'est un projet qui est un peu illusoire en fait, parce que maintenant déplacer encore un peuple, et ce peuple-là est déjà déplacé maintes fois dans le passé et qui a subi Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Ils ont fait un pays pour eux et maintenant il faut déplacer. Je crois pas que les Juifs ils vont vouloir déplacer. Mais pour deux États, c'est compliqué parce que je vois pas où est l'État palestinien. Alors moi, je pense que maintenant, il faut qu'on milite pour un seul pays, mais plusieurs cultures. Voilà. Mm. Un Voilà. seul pays, oui. Le problème qu'il y a justement avec ça, quand on regarde un peu la situation en Israël, ils vont dire qu'ils ont un État avec plusieurs cultures, ils ont des Arabes, ils le disent souvent, nous avons des Arabes, etc. Mais en termes de droits, ils n'ont pas tous les mêmes droits. Il y a des zones où les Arabes ne peuvent pas avancer, il y a des zones où les chrétiens n'ont pas des droits. Moi, j'ai suivi encore dernièrement un autre documentaire qui montrait comment les chrétiens étaient marginalisés, attaqués dans leur zone. Et encore une fois, toutes ces personnes qui passent à la télé pour dire Israël est là pour défendre la culture judéo-chrétienne, on les entend pas parler quand, par exemple, des chrétiens sont attaqués, quand des églises sont bombardées, ils n'en parlent pas. C'est tout simplement parce que déjà, dans la situation présente, il y a différentes minorités, différentes cultures, mais ça ne se passe pas un peu comme en Russie. En Russie, il y a différentes cultures, il y a différentes minorités et même, je crois, si je ne me trompe pas sur le passeport russe, vous avez un passeport russe, mais dans le passeport russe, on précise aussi que vous êtes de la Tchétchénie, que vous êtes de telle culture, de telle origine. Et tout le monde a pratiquement le même droit, ce qui n'est pas le cas en Israël, malheureusement. Et comme les informations aussi israéliennes sont aussi orientées que les émissions de LCI ou BFM TV, donc les gens sont gardés dans un certain narratif, mais malheureusement ou heureusement d'ailleurs, avec l'explosion de la possibilité des gens aujourd'hui de pouvoir filmer à partir d'un téléphone, etc., on voit de plus en plus des images qui montrent ce qui se passe sur le terrain et la population israélienne est en train de se dire ça ne peut pas continuer comme ça parce que ce qui est en train de se passer, on est en train de préparer une nouvelle génération des personnes qui vont causer des attentats dans l'avenir parce que cet enfant qui est rescapé ou toute sa famille a été attaquée et détruite, il va vouloir se venger quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui est entretenu. Ensuite, c'est quelque chose qui devrait trouver une solution par rapport à cela. Donc, je pense que un État où le respect de la minorité existerait, c'est bien, mais déjà dans les médias, c'est quelque chose qui n'est pas opérationnel déjà dans l'État d'Israël même. Freddy, qu'est-ce que tu en penses? Ça reste que Israël, c'est le porte-avions des USA. Donc, les USA ont besoin d'Israël pour foutre la merde dans le quartier. Ils le font très bien. Ils le font très bien. Et en plus, il y a l'optique de Netanyahou qui veut faire le grand Israël. Bon, là, la guerre n'est pas finie, hein, tout ça dit. Tout le problème, ce sont les USA qui soutiennent à bout de bras ce régime nazi, quoi. Ce sont des nazis. Ce qu'ils font, quand on voit ce qu'ils font aux Palestiniens,
Ce sont des nazis. C'est comme en 40, c'est le même. Et quand on tire exprès dans la tête des enfants, qu'est-ce que c'est? C'est pas des nazis, ça. Bon, alors, on nous a présenté Israël comme étant une démocratie, la seule démocratie de la région, du quartier, là, hein. En fait, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Ce sont des génocidaires, des assassins, c'est des frères noirs. Et alors, la question de l'État, c'est impossible de faire deux États, parce qu'il y a l'autre partie, la partie sioniste, le plus clair, la partie sioniste, jamais elle va accepter. Et ça sera toujours des attentats, un peu comme il risque de se passer en Ukraine. Ben, il faut contrôler tout ça. Jamais ils vont accepter. Il faut donc carrément briser ce qu'on appelle l'État israélien et faire un État palestinien multiculturel où tout le monde a les droits égaux. Si on ne fait pas ça, jamais ça n'ira. Jamais. Voilà. Oui, Jamais les Israéliens n'accepteraient ça. Ça, il faut garder ça à l'esprit. Sauf nos amis qui sont en train de crever la gueule ouverte depuis la folie qu'ils ont faite avec l'Iran. Je ne sais pas si tu sais, mais les deux ports sur trois sont à l'arrêt total. Ils se sont fait massacrer. Et c'est ça qu'ils ont appelé au secours Trump pour mettre ces bombes à pénétration. Ouais. Mais Israël est en merde totale. Il suffit de pousser un petit peu, mais il ne pousse pas, sans problème. Oui, et je voudrais juste ajouter une chose. C'est vrai que les Israéliens, ils vont pas être d'accord pour vivre avec les Palestiniens parce que on m'a dit à gauche et à droite qu'il y a un pourcentage, 5% ou 6% qui veulent un seul pays avec les Palestiniens. Etc., etc. Mais le problème, le très grand problème des Palestiniens, qu'ils n'ont pas de soutien de ses frères musulmans, les peuples, hein, les peuples musulmans et aussi les peuples arabes à côté. Vous voyez? Donc, je crois que le premier démarche à faire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire là? Je propose qu'on débat dessus. Pourquoi ces États, la Jordanie, l'Égypte, Arabie Saoudite, etc., tous les pays autour, ils ne font pas un front commun. Voilà. Maintenant, si les États-Unis, hein, qui tient l'Israël, comme dit Freddy, comme un port-avion, et moi je disais cinquième, troisième État des États-Unis, alors les pays voisins, là, qu'est-ce qu'ils font? Je vous pose une question, est-ce que vous pouvez me répondre? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils ne sont pas solidaires avec les Palestiniens? Tatiana, pourquoi il ne fait pas la guerre avec... Bon, déjà, le dossier, attends, je vais déjà revenir un petit peu en arrière. On est d'accord que Israël et les Palestines, ça ne peut pas exister comme deux États. Là, on est d'accord. On est d'accord, je veux dire, ça va toujours être, je veux dire, n'importe quoi. Donc, l'un de deux va pousser. Non, mais Israël pourrait accueillir tous les Palestiniens en son sein. C'est pour ça que comme Israël a accueilli des Arabes israéliens. Israël va se pousser. Quand il dit qu'on ne peut pas se déplacer tout un peuple, oui, quand il s'agit par exemple d'un peuple vietnamien ou je ne sais pas moi, de peuple français ou même, je veux dire, de Britanniques. Oui, c'est des peuples qui sont enracinés dans les territoires. Le peuple israélien. Déjà, ils avaient du mal à peupler cet Israël. Ils ont fait contrat avec des Russes pour peupler parce que les Juifs ne voulaient pas y aller habiter sur leur terre promise. Ils avaient extrêmement mal de peupler ce pays-là. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être pas les virer, mais est-ce que vous pouvez les garder dans ce pays? Et le fait est, aujourd'hui, les Juifs fuient leur pays. C'est, comment te dire, il n'y a pas de racines juives là-dedans. Je veux dire, ils n'ont pas leurs ancêtres enterrés dans ces terres. C'est un peuple qui a l'habitude à l'exode. C'est un peuple, je veux dire, les grands-parents de jeunes aujourd'hui, ils sont venus d'ailleurs pour venir vivre en Israël. Et alors? Elles peuvent pas, c'est pas qu'ils peuvent, c'est pas qu'on va les demander. Ils partent. C'est un fait, ils partent. Il a dit, Freddy, aujourd'hui, Israël, il se vide parce qu'il suffit de ça pour les faire de Attends, Tatiana, c'est vrai qu'il y a une immigration. C'est vrai que les Israéliens partent
partent. Mais ils reviendront. Ils reviendront en Israël. Il y a pas, Pourquoi ils vont revenir? ils partent Ils sont installés autre part. Si on leur proposait des moyens de s'installer autre part, si on leur propose des moyens de refaire un autre État. Tatiana, le problème d'Israël actuellement, c'est pas ça. C'est un problème de business. Ils font plus de business, plus beaucoup. Donc, Oui. évidemment, les gens se cassent. Évidemment. Bon. Et si on leur propose un territoire comparable dans lequel Non, ils peuvent faire le business, où ils peuvent vivre, excusez-moi, en paix. Bon, Philippe, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Je continue quand même à dire que c'est premièrement un peuple qui a l'habitude à l'exode, un peuple qui fuit aujourd'hui et un peuple qui ne pourra jamais vivre en paix avec la Palestine. La seule solution aujourd'hui pour traiter ce dossier-là, c'est de laisser ces terres-là à ceux qui étaient là avant, à ceux qui ont réellement leurs ancêtres dans les terres. Donc, la seule solution aujourd'hui, c'est ceux qui veulent partir partent. Les autres, ils constituent un seul État. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Européens, ils veulent aujourd'hui 2 États. Parce que justement, ils ne veulent pas l'union de 2. Aujourd'hui, de reconnaître la Palestine, c'est empêcher la réunion de 2 et surtout empêcher la création d'un autre État, là, je veux dire, où ils ont envie de s'installer, que ce soit les Britanniques, que ce soit les Français, que ce soit les autres. Je vous dis encore une fois, Odessa, c'est le mot clé dans toute cette affaire-là. Vous pouvez ne pas me croire. Vous allez voir, dans 2-3 ans, vous allez dire que j'avais raison. Ce sera trop tard, mais ce sera tant pis pour vous. Et les pays voisins, Tatiana? Les pays voisins, attends là, les pays voisins, tu parles des pays ou tu parles des dirigeants de ces pays-là? Je parle des pays dirigeants aussi, Jordanie, Égypte et compagnie. On parle des gens qui dirigent ces pays. Le peuple. Excuse-moi, dans les années 70, les États-Unis ont proposé un super deal. Ils les ont dit, voilà, aujourd'hui, vous vendez le baril de pétrole à $2. Nous, on va multiplier le prix par, on va dire, 20 et on va partager la mise. Aujourd'hui, tous ces pays-là, ils se font des robignoles, excusez-moi, en or. Ils se sont tous vendus, ils font tous des affaires avec les Américains. Et effectivement, c'est le porte-avions des États-Unis. Sauf que, avec les progrès qu'on avance dans le temps, on a moins en moins besoin d'un porte-avions dans cette chose-là. L'Israël commence à coûter trop cher pour les Américains. Ça commence à poser trop de problèmes. C'est une danseuse, excusez-moi, qui est un tout petit peu, qui est un tout petit peu perdu d'importance. D'autant plus qu'aujourd'hui, il est sous la domination totale de Britanniques. Enfin, je veux dire, de la City, de la finance et de tout ce qui s'ensuit. Donc, aujourd'hui, il ne joue pas dans ce sens. De dire que les États-Unis, excusez-moi, défendent Netanyahou, le Bibi, non. Trump, Bibi, ils ne s'entendent pas très bien. Non, non, non. Ils veulent protéger, on va dire, les Juifs, peut-être la culture juive, peut-être le peuple juif, peut-être, on va dire, même l'État, mais pas Bibi. Bibi est nuit à Israël avec ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, il faut, excusez-moi, de la mettre sur une sonnette. Mais on ne peut pas, excusez-moi, laisser tomber Israël tant qu'on n'a pas évacué, tant qu'on n'a pas trouvé un plan B pour tout cet État-là. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Si on leur propose autre chose aussi intéressante ailleurs, si on leur propose des pognons et des investissements, je vous assure, ils vont se déplacer. Faites-moi confiance, je suis à moitié juif. Oui. Michel? Moi, je ne crois pas vraiment. Non. Non, je ne crois pas du tout. Personnellement, je ne crois absolument pas. Je respecte, la décision la perception de Tatiana, et je suis cependant pas d'accord avec son approche par rapport à la chose. Que dire qu'ils n'ont pas de racines là-bas, ce n'est pas exact.
Il y a des racines religieuses, il y a des racines culturelles, il y a des choses qui les rattachent à la zone. Et d'autant plus que depuis qu'ils se sont installés là-bas, après la Deuxième Guerre, ils ont réussi à construire quelque chose. Donc, partir et tout laisser, c'est définitivement quelque chose qui ne fonctionnera pas. Dire que c'est un peuple qui est habitué à l'exode, je trouve que c'est un peu extrême de dire cela. Je pense que l'exode peut avoir plusieurs causes. Il peut y avoir des raisons de guerre, il peut y avoir des raisons économiques, il peut y avoir plusieurs situations qui font que une personne décide de quitter son pays et d'aller ailleurs. C'est un peu, ce qu'on voit un peu partout dans le monde, pas seulement chez les Israéliens. Moi, je Non. pense que, par exemple, la vague des Israéliens qui ont quitté, c'est parce que il y a eu les missiles iraniens qui sont tombés. Ils ont découvert, pour certains, des réalités qu'ils n'avaient plus connues depuis des années et tout. Et ils se sont déplacés pour se mettre à couvert. Une fois que les choses seraient normalisées, ils ont bien l'intention de revenir. Donc, ils ne sont pas tous partis et ils ne partiront pas tous. Il y a également une crise économique. Il y a une Oui, crise économique également. Donc, bon, il y a définitivement une crise économique et entre autres la raison pour laquelle ils veulent réoccuper la bande de Gaza, c'est entre autres à cause de la découverte de l'énorme quantité des réserves qu'il y a dans la mer, je crois, juste en face de Gaza. Et c'est quelque chose qui va générer de l'argent. Ils veulent prendre le contrôle de cela et bénéficier de cela. Donc, c'est dans leur intérêt de vouloir obliger les habitants de la bande de Gaza d'aller ailleurs, en Égypte et dans d'autres coins. C'est que les Égyptiens ne vont pas accepter et c'est que les Palestiniens ne vont pas accepter. La Palestine, c'est leur terre. Vous n'allez pas prendre les gens et les faire partir ailleurs en leur disant partez. De toute façon, vous avez des frères qui partagent la même foi que vous tout autour de vous. Allez habiter là-bas. Ma racine, c'est ma racine. Je reste là, même si jamais je dois mourir, mais au moins je meurs pour ce que je crois et non pas nécessairement pour faire plaisir aux gens. Les conditions sont créées pour que ces personnes, les Palestiniens de la bande de Gaza, puissent partir. Les Égyptiens ne vont pas accepter. Il y a déjà eu un précédent, il y a plusieurs années, où un groupe est sorti, s'est installé en Égypte. Ça a créé des problèmes en Égypte. pas de problème. Ils ont importé leurs problèmes dans les pays voisins et tous les pays voisins ont tiré des leçons de cela et ne veulent pas nécessairement recevoir cette population. Déjà que chaque pays voisin, Jordanie, Égypte et autres, ils ont leurs propres problèmes, déjà avec leur propre population. Ils ne vont pas vouloir ajouter un problème exporté, importé d'ailleurs, juste pour faire plaisir aux Américains ou aux autres. Non. Ils disent, s'il y a quelque chose qui doit être fait, ça doit être fait. Au départ, quand on avait décidé l'existence de deux nations, le projet était bien établi. Et je pense que c'est là où il faudrait à nouveau revenir sur cela et établir cela. Personnellement, je ne vois pas Israël entrer dans l'État de Palestine, qu'il ait une seule nation, l'État de Palestine, et Israël serait intégré dans la Palestine. Ça, c'est quelque chose que les Israéliens n'accepteront pas et les Palestiniens n'accepteront pas d'être chassés de leur pays, quitte à ce que ils puissent y mourir, et qu'ils puissent être privés de nourriture, etc. C'est quelque chose qu'ils vont endurer parce que c'est chez eux. Quand vous avez un chez vous, vous n'accepterez pas d'être chassé. Je vais vous passer une vidéo pour revenir. C'est M. Poutine qui passe à l'anglais. Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow.
Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank Alors, il sera invité à Moscou, Tatiana? Bah, il est invité à Moscou. C'est ça, il est invité. Et ce sera pour quand? On ne sait pas. On n'est pas Dès dans les qu'on a secrets des résolu dieux. les problèmes de l'Union européenne et de l'Ukraine, comme ça, on va fêter ça. Oui. Oui. Ah, ça serait quand même un grand jour. Bah oui. Bah, enfin, ça va prendre du temps. Et je suis d'accord avec Ti, ça va prendre du temps. Parce que je vais dire, on peut être confronté également aussi à une guerre civile là-bas. Non, ben, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. C'est un dossier qui sera, on va dire, de longue haleine. En revanche, la destruction de l'Union européenne, ça, oui, ça, on peut fêter déjà, on va dire, dans les semaines à venir. Donc, peut-être que il y a l'occasion d'une fête. Moi, j'y crois pas non plus beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses, non. L'histoire, comment dire, non, le futur nous jugera et me donnerait ou pas la raison, mais bon. Ce sont les fantasmes de Tatiana. Les fantasmes qui sont extrêmement, on va dire, basés sur des réflexions et des analyses solides. Voilà. Bon. Être blonde et d'avoir raison, je vous rappelle. Hein. La chute de l'euro, ce n'est pas un fantasme, hein. C'est une inéluctabilité historique. Hein. Ça va venir, il n'y a rien à faire. Prédit. Tu me devrais une bouteille de champagne à la chute de l'Union européenne, d'accord? Avec toutes tes excuses. Ça va. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, on est ruiné. Vous vous rendez pas compte. Hein. Ceux qui ne sont pas en Europe ne s'en rendent pas compte. Mais on est ruiné. Et en plus, nous sommes des esclaves. Esclaves de Trump. Parce que les contrats qu'il a fait signer à Ursula Leyen, on est cuit avec ça. On est cuit. Et pourquoi est-ce qu'il les a signés? Juste comme ça? Parce que, s'il les a signés, ces contrats-là, c'est qu'il est conscient que tous les dossiers sur tous ces gens-là, Trump les a. Donc, vous allez voir, ça va être fini. Ce sera ou votre vie, ou votre, on va dire, pouvoir. Et dans ces cas-là, c'est souvent la vie qu'on choisit. Donc, je veux dire, c'est une affaire de au maximum quelques semaines. Oui. À peine. Je ne serai pas aussi catégorique que ça. Tiens, deuxième bouteille de champagne. Je vais simplement dire pourquoi je ne serai pas aussi catégorique que ça. Déjà, à la création de l'Union européenne, les nations n'étaient pas d'accord. Je vois la France, il y a eu un référendum, tout le monde avait voté contre, et pourtant, la France est entrée dans l'Union européenne. C'est là où on voit que les vraies ficelles ne sont pas tirées par des élections ou le bien-être de la population. Il y a un groupe bien placé qui tire toutes les ficelles et qui prend les directions. Ce groupe bien placé s'arrange justement pour qu'ils puissent garder leur pouvoir. Je les vois mal perdre leur pouvoir. Ils vont vouloir garder leur pouvoir, quitte à ce que la population soit dans le manque, dans la détresse, etc. Ça ne va pas tellement les affecter parce que regardez toutes les décisions que prennent l'Union européenne, ce sont des décisions qui sont prises par des personnes qui n'ont pas été votées. Ce sont des groupes de personnes qui dirigent. Et j'ai cru comprendre que M. Macron est en train, lui, de viser la place de Mme van der Leyen. Et quand on sait que toutes ces personnes qui dirigent l'Union européenne sont des pions des États-Unis, je ne vois pas les États-Unis vouloir perdre son influence sur l'Union européenne pour continuer à dicter sa position, continuer à s'enrichir sur le dos des Européens, continuer à demander aux Européens de faire les basses besognes pour que lui puisse s'occuper d'autre chose. Donc, il faut du temps que les gens prennent conscience qu'il faut carrément changer ça. Ça va prendre du temps. Mais les gens, les Français, ils ont voté contre, on les a tués.
Les Belges, ils ont interdit qu'on vote. Nous, moi, je suis belge, hein. Donc, nous avons interdit de voter sur l'Europe. Ça va? Alors, l'Europe, dès le départ, n'est pas un truc démocratique du tout. C'est ça. Et ça vire à la dictature ouverte, hein, depuis le dernier congrès avec Trump, hein, les 750 milliards, les 600 milliards et l'achat des armes à donner en cadeau à l'Ukraine, la misère en Europe va s'étendre d'une façon catastrophique. Et là, les peuples vont prendre la parole, hein. Et c'est là que même des Macron et tout ça, ils vont faire caca dans leur culotte, hein. Parce que quand le peuple se fâche, en Belgique, on a eu une petite révolution en 1830 aussi. Hein. C'est le peuple qui a fait une révolution. Après, comme d'habitude, la bourgeoisie a repris la main. Ça, c'est le truc classique. Mais le peuple a eu et a chassé des Hollandais, hein, chez nous. Voilà. Attends, Oui. il y a un truc. Tatiana nous dit, ouais, l'Europe, dans quelques semaines, ça va être fini. Mais on ne sait toujours pas quand, on sait toujours pas comment. Tu veux la date exacte? Mais on sait pas, Oui. on sait toujours pas 25 comment. septembre. Les États-Unis, de quels États-Unis vous parlez? Il y a deux États-Unis. Il y a les États-Unis des républicains et il y a les États-Unis des démocrates. L'Union européenne, c'est des démocrates. Elle est fondée par eux, ils tiennent sur eux. C'est les ennemis jurés de Trump. La disparition de l'Europe, aujourd'hui, de l'Union européenne et de cette espèce cette espèce de mondialiste de l'OTAN européen, il faut que ça disparaisse. Mais comment, Donc, le comment 25 va-t-elle septembre. disparaître dans quelques semaines? 25 septembre. Et je Comment- pense que comment, c'est par un quel souhait de miracle? Tiat. Mais c'est une question déjà résolue, quoi. Je veux dire, c'est même plus la peine d'aborder, je veux dire, le sujet. L'Union européenne ne peut pas exister. Tant qu'elle existe, Trump, je veux dire, il y aura toujours des ennemis dessus. Et tant qu'elle existe, il y aura toujours la guerre en Ukraine. Il faut, je veux dire, l'éliminer pour le bien de tout le monde. Et le peuple, je vous rappelle, hein, je veux dire, c'est des gentils moutons, voilà, comme il y en a derrière, Michel, toi, qui sont très mignons. Mais enfin, je veux dire, il faut toujours un berger qui le guide. À partir du moment quand il y a un berger qui va les guider gentiment vers le Frexit, crois-moi, ils iront très gentiment. Et les médias, aujourd'hui, il y a une guerre des médias, des propagandes, de tout ce que tu vas. On va, excuse-moi, exploser les dossiers dans l'autre. Il y aura des paniques de l'autre côté. Il y aura comme ça. Et je te dis, 25 septembre, voilà, je parie dessus. D'accord. OK. Bouteille de Alors, champagne. peut-être que les bouteilles de champagne, c'est toi qui devrais les donner. Oui, peut-être que oui. Peut-être que oui. Parce qu'il y a un autre aspect qui entre en ligne de compte, c'est le fait que même si jamais demain, il y a quelques nations qui décident de quitter l'Union européenne, ça ne Et veut sauf pas dire... un seul qui quitte, c'est fini. Ben, la Grande-Bretagne a déjà quitté. La Grande-Bretagne a déjà quitté, ça n'a pas changé. Fait la tête pensante, bien sûr qu'il a quitté, c'est très bien que l'euro il va s'écrouler, surtout l'euro il ne sert que pour blanchir les trop imprimés de dollars. Bien sûr qu'il est sorti de cette affaire-là, toi, il n'est pas con, excusez-moi. Mais Oui, c'est normal. l'Union européenne ne s'est pas écroulée d'une part, et d'autre Elle part, elle n'est jamais rentrée dans le système d'euro, je vous rappelle. d'autre part, Elle n'est jamais été vraiment réellement là-dedans, la Grande-Bretagne. De quoi vous parlez? D'autre part, au sujet de la Grande-Bretagne, elle reste cependant le petit toutou des États-Unis. Ouais. Donc, le fait de quitter, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on cesse d'être des petits toutous. Non, non, non et non. La preuve, ils s'opposent de toute leur force aujourd'hui à Trump. Les États-Unis, je vous rappelle, c'est pas un État. Les États-Unis, c'est deux grandes corporations mondiales qui essaient, entre guillemets, voilà. Aujourd'hui, l'Europe, c'est démocrate. Même physiquement, ils sont dedans. Ça n'a rien à voir avec Trump. Trump, il n'arrive pas à les mettre ou pas. La preuve aujourd'hui, il dit qu'il faut que la guerre s'arrête. Tout le monde est en train de frétiller, en train de dire non, 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 non. Ah, la souveraineté de l'Ukraine, la protection de ce territoire, la plus, pla. En plus, il faut rendre du pognon qu'ils n'ont plus. Alors, je parle des avoirs. Le problème, justement, avec les Européens qui sont en train de réagir, c'est simplement parce que ils ont intérêt à ce que la situation continue de ce côté-là, parce que une fois que la situation, par exemple, en Ukraine aura été réglée,
ils vont devoir se rendre compte de leur gestion de 7 ans et vis-à-vis de leur population. Donc, c'est un peu aussi ce que la politique Netanyahou applique. On essaie de détourner le problème dans des situations où il y a des guerres, etc., où tout le monde est censé être derrière le président, mais au final, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'entretenir une situation d'instabilité pour que les vrais problèmes que chaque pays est en train de traverser ne soient pas posés sur la table. Et quand ils sont posés sur la table, par exemple avec le dossier des vaccins de l'Europe, eh ben, on a beaucoup dire voilà que Van der Leyen donne les courriels, etc. Il ne se passe absolument rien. Donc, ils ont le contrôle, ils ont la mainmise et ils ont intérêt à ce que ça continue comme ça. C'est pour ça que personnellement, le 25 septembre, ben, on va voir, c'est dans bientôt un mois, mais je pense que c'est vraiment trop prématuré. Il y a beaucoup de changements qui doivent d'abord intervenir. En tout cas, c'est mon point de vue personnel. Ouais, ben moi, je suis d'accord. Je parie également une bouteille de champagne contre toi, Tatiana. Pariez tout ce que vous voulez, c'est moi qui va gagner. Parce que je veux dire, la population de l'Europe, elle est prête pour ça. Il faut juste éliminer les têtes, on va dire, des marionnettes, limite. C'est vraiment des marionnettes qu'il faut. Et même pas les éliminer. Enfin, je veux dire, ils obéissent à leur maître. C'est ça qu'il faut savoir, je veux dire. Ça n'a rien à voir. Et les gens, je veux dire, ceux qui sont vraiment derrière, aujourd'hui, ils sont dans l'impuissance. Ici, Trump, par sa loi génialitissime, à rentrer stablecoin en enlevant le monopole à la réserve fédérale, ça va être vite résolu parce que, excusez-moi, l'Europe n'aura plus de pognon, quoi. C'est tout. Il est en train de retirer un par un, je veux dire, toutes les petites pierres sur lesquelles cette merveilleuse, on va dire, utopie a été fondée. Donc, ça va aller extrêmement vite. Et surtout, ça va aller extrêmement vite parce qu'il ne faut pas qu'ils aient le temps de réagir. Et surtout que Trump, il n'a pas du temps. Il faut qu'il aille vite, vite, vite. Il faut que cette affaire-là de l'Union européenne et de l'Ukraine soit finie avant la fin de l'année. Parce que l'année prochaine, je vous rappelle, il y a des élections. Et s'il n'a pas mis un énorme projet, s'il n'a pas fait rêver des Américains, il est fichu. Donc, il est pressé. Il n'a pas le choix. Donc, ça va aller extrêmement vite. Et je vous prédis encore une fois, à la rentrée, une énorme crise sociale et économique. Mais ça, je ne cesse de le répéter depuis je ne sais pas combien de mois. Social, bon. Évidemment, social, à l'évidence. Mais l'Europe restera. Non. Si, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, je pense que Tatiana est très optimiste, en fait. C'est un peu trop. Ouais. Parce que, à mon avis, l'Europe va pas disparaître cette année. Non. Et je pose une question, Tatiana. Bon, toi, tu veux bien que l'Europe soit terminée. Il y a beaucoup de gens qui veulent, mais est-ce que c'est la majorité des 27? Bah, en tout cas, les pays à l'Est, eux, oui. Ils n'ont rien à gagner. Mais dans cette affaire-là, tout à gagner, par exemple, Tatiana. La Pologne a tout à gagner dans l'Europe. Oui. Les Polonais ne veulent pas sortir de l'Europe, justement. Évidemment. À partir du moment quand on n'aura pas d'argent à lui filer, il va faire comment, cette petite Europe? Mais cette petite Europe va attendre un nouveau plan Marshall des États-Unis. Oui, mais voilà. C'est bien, ce petit plan Marshall. Le plan Marshall des États-Unis, pour qu'il arrive, il faut que les États-Unis, ils ont des pépettes. Ils n'en ont pas des pépettes. Et les pépettes qu'ils ont, ils vont les investir de l'autre côté. Je vous rappelle, en Alaska, l'Europe, aujourd'hui, je veux dire, c'est l'ennemi juré de Trump. Donc, il faut qu'elle disparaisse. C'est l'ennemi juré de Poutine. Il crie haut et fort qu'il veut faire la guerre aux Russes, soi-disant, pour je ne sais plus quelle d'autres conneries, pour ne pas être envahi. Tiens, à ce propos. Non, ben, je veux dire, les mecs, écoutez, je ne vais pas vous donner des arguments. Voilà. Je vais vous donner une date butoir. On va voir. Quoi? Tatiana, je participe au champagne. Voilà. Champagne. Oui, oui. Champagne pour tous le 25. Oui. Je m'adresse à tous les gens qui nous regardent. Ça ne concerne que les gens qui sont présents, le champagne. Il y a beaucoup d'abonnés qui sont présents et qui... Non.
Enfin, écoutez, vous êtes parti pour tout le monde parce que je suis tellement certaine d'avoir raison que, allez, allez, on y va. Sur la place rouge, j'ai amené des caisses et des caisses de champagne russe. On va tous fêter ça. Bon, eh ben, sur ce, je vous remercie à tous les 5. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Bonne santé. Bonne Merci. santé, hein. À la Salut. prochaine. Salut Michel, salut. Au revoir. Merci, hein. À bientôt. And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France